Le luxe peut sabrer le champagne. Après les résultats exceptionnels du groupe LVMH publiés la semaine dernière, Kering enregistre lui aussi des résultats largement supérieurs aux attentes au premier trimestre 2021. Une croissance de 25,8% de son chiffre d'affaires par rapport à 2020. Il dépasse ainsi son niveau d'avant-crise. Est-ce qu'on peut dire que le redémarrage est entamé en Chine et aux États-Unis, Anaïs ? Oui, alors d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de souligner les différences de résultats que vous avez en fonction des continents, puisque l'Europe, dans les résultats de ces groupes, est plutôt à la traîne. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de regarder les compositions sectorielles, puisqu'il n'y a pas exactement les mêmes rebonds en fonction des secteurs. On savait que l'Asie avait repris, et notamment la Chine avait repris parce qu'ils ont maîtrisé le virus de manière plus tôt que nous, et donc le retour à la vie normale et donc à une consommation normale se fait plus tôt. Et de la même manière aux États-Unis, même si on n'est pas encore sur un retour totalement à la normale, on a une partie de la population vaccinée beaucoup plus forte qu'en Europe, c'est la première chose. Et deuxièmement, on a un plan de relance qui n'a rien à voir avec ce que nous avons en Europe, donc avec de la liquidité qui arrive de manière importante et qui bénéficie aussi aux ménages, et ce qui augmente cette capacité de consommation, et donc pour certains qui se tournent vers les produits du luxe qui bénéficient quand même d'une attractivité assez forte. Nicolas Doucerin, en effet, comme le dit Anaïs Voigilis, le redémarrage, lui, est entamé, en tout cas aux États-Unis et en Chine, contrairement à l'Europe. Oui, alors je rajouterais effectivement que par rapport à cette situation-ci, c'est qu'avec cette crise sanitaire et ce confinement total ou partiel sur l'ensemble des continents de la planète, on a aussi des foyers qui ont énormément finalement épargné dans beaucoup de domaines, qui ont d'abord parce qu'on est peu sortis. Toutes les activités, j'allais dire, tous les plaisirs de la vie, entre guillemets, ont été à l'arrêt et le sont encore d'ailleurs dans beaucoup de pays aujourd'hui. On a accumulé de l'épargne, d'où l'explosion au premier trimestre 2021. On a accumulé finalement beaucoup d'épargne. D'une catégorie de personnes aisées. D'une catégorie finalement de foyers relativement aisés, ce qui est un vrai paradoxe et peut être choquant pour certains d'ailleurs, notamment pour les foyers les plus modestes qui, eux, ont toujours autant de mal à finir leur fin de mois. Mais cette accumulation d'épargne fait que, quand un pays se relance son activité, on le voit bien, et bien finalement, on reconsomme. Et comme on a cette envie finalement d'investir, de revivre tous ces moments et ces bons plaisirs de la vie, finalement, on réinvestit. Et c'est ce qui fait que ces grands groupes de luxe, aujourd'hui, se portent extrêmement bien. Anaïs Voigilis, ce n'est pas le seul facteur non plus, cette accumulation d'épargne. Il y a aussi peut-être une stratégie, un positionnement qu'a réussi un grand groupe comme LVMH ou qu'a réussi un grand groupe comme Kering. Le positionnement, ils l'ont réussi depuis assez longtemps parce qu'il y a toute l'image et l'imaginaire qui est autour du luxe et notamment de ces marques françaises avec le fait que ça fait un peu rêver dans l'imaginaire. Et je pense qu'il y a aussi peut-être post-crise, une évolution plus forte des modes de consommation avec l'idée de plus en plus des consommateurs de se dire quitte à consommer, autant le faire sur quelque chose de haut de gamme, autant se faire plaisir plutôt que de dépenser dans beaucoup de produits mais qui n'offrent pas cette même satisfaction. Et puis, il y a aussi tout le rêve qui est lié au sentiment d'accéder à quelque chose quand on peut s'offrir un produit d'une marque de luxe. Donc, c'est plusieurs éléments qui jouent et qui font qu'on en arrive à cette situation. Nicolas Doucerin, là-dessus, sur le savoir-faire, en effet, ce rayonnement français du luxe. Oui, d'abord, il faut s'en réjouir. On a la chance en France, on critique suffisamment, d'avoir deux grands leaders du luxe. Il n'y a pas que, on pourrait citer Hermès également, qui est une marque fantastique, sans doute l'une des plus belles et la plus prestigieuse au monde. Mais on a, avant tout, à la tête de ces deux grands groupes, on a deux grands capitaines d'industrie, qui ont une vision, qui ont un projet entrepreneurial extrêmement fort depuis de nombreuses années, qui ont investi lourdement dans un positionnement, dans des marques à très forte valeur. Même si Kering, qui a sans doute opéré l'une des transformations les plus spectaculaires dans le monde de l'industrie. Il faut se souvenir que Kering, c'est l'ancien PPR, Pinault Printemps Redoute. On parlait de la Redoute, de Pinault Bois et Matériaux, de Rexel, du Printemps. Et quand M. Pinault a décidé de basculer son groupe pour le transformer en un leader du luxe, pour aller concurrencer LVMH et Hermès, ça a été l'une des plus grandes transformations. Donc on a une vision, on a un projet, on a de l'ambition et des moyens. Et aujourd'hui, ils tirent tout simplement les fruits de leur investissement, de leur stratégie. Et c'est une grande nouvelle pour la France. Nicolas Doucerin, on n'a pas parlé aussi de l'impact du digital. Le tournant digital, ils ont su le prendre, ces grands groupes, également. Alors, pas tout à fait.
Dites-nous. Pas tout à fait, parce qu'ils sont encore très très en retard sur le sujet. Alors, ils se sont nettement améliorés, ils y vont à marche forcée aujourd'hui, mais pas tellement, parce qu'ils ont essentiellement assuré leur développement au travers de leurs boutiques, de leurs magasins, qu'ils ont déployés, j'allais dire, excusez-moi l'expression, comme des petits pains aux quatre coins du monde, hein, au Qatar, évidemment l'Asie, les États-Unis, l'Europe dans une moindre mesure, la Russie, certaines mesures, et ils ont essentiellement investi sur l'image de marque. Voilà, l'image de marque. Le e-commerce, je dirais que c'est tout récent. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont commencé à accélérer et ils sont en train d'amplifier d'ailleurs leurs investissements sur les plateformes e-commerce aujourd'hui, mais ça reste extrêmement marginal. La part du chiffre d'affaires réalisé par le e-commerce pour ces grands groupes reste encore marginale par rapport à ce qu'ils vendent au travers de leur magasin. Dans le cas de Kering, elle représente désormais, enfin le e-commerce représente désormais 14% des ventes en propre des maisons, Voilà. donc de toutes les maisons Kering, une augmentation de 108%. Oui, alors ils sont en forte croissance, mais c'est ce que je vous évoquais là. C'est que On est en retard. Ça fait seulement 2-3 ans, ils sont très en retard par rapport au monde du retail, la grande distribution qui sont parfois beaucoup plus en avance. Par contre, ils investissent énormément et je sais personnellement que le groupe LVMH, il va à marche forcée, ils sont en train de se donner les moyens et vous verrez que la part du e-commerce dans les 2, 3, 4 ans sera beaucoup plus significative parce qu'il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils intègrent l'intelligence artificielle, il faut qu'ils intègrent la gestion, ce qu'on appelle des data, d'accord ? C'est-à-dire quels sont leurs clients, les âges, les populations, les revenus, les moyens. Le consommateur a considérablement changé. On le voit dans un groupe comme LVMH, notamment chez les jeunes hein, qui ont 18-24 ans. C'est incroyable comment on bascule d'une marque à une autre finalement en aussi peu de temps. Et donc l'enjeu est dessus et ils sont en train de s'adapter évidemment. Ce qui évoquera peut-être l'autre sujet qu'on abordera, de l'explosion des smartphones, parce que les jeunes sont très friands évidemment de ces technologies pour acquérir ces nouveaux produits. Et puis comme vous dites, ce sont des grands groupes, donc peut-être que l'agilité, c'est plus difficile d'être agile sur ces questions-là. Un mot, Anaïs Voigilis, sur la stratégie du e-commerce et digital. Trois choses qu'il faut ajouter, à mon avis. C'est l'explosion du commerce en ligne pour les grands groupes. Il faut aussi voir dans le contexte de fermeture des boutiques. Donc, il va falloir voir si c'est une tendance durable. Ce qui me mène à la deuxième chose, c'est que venir dans une boutique de luxe, ça fait aussi partie de l'expérience client. Bien sûr. Et qu'on peut difficilement reproduire sur un site parce que toutes les marques ont des sites internet aujourd'hui. Mais vous n'avez pas le fait de choyer le client comme c'est fait dans une boutique de luxe, c'est ce qui fait aussi un de leurs leviers de différenciation. Et la troisième chose qui est importante, qu'il convient de rappeler, c'est que on parle de digitalisation, etc. Mais ce sont des savoir-faire, par contre, qui sont très artisanaux. On prend un groupe comme Hermès, il repose sur beaucoup de petits sous-traitants, de petits ateliers en France et ailleurs en Europe, qui sont très loin des images un peu futuristes qu'on a autour de l'industrie 4.0 ou de l'industrie du futur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ça prendra plus de temps, justement, à cause de ça? Ça prendra plus de temps, mais il y a aussi peut-être parfois aussi une question du sens. C'est-à-dire, c'est le savoir-faire de la main humaine qui compte dans ces produits. Et donc, ce sont aussi des tâches qui ne sont pas forcément facilement automatisables. Ou alors, si on automatise, on risque de perdre la qualité très haute associée à ces produits. Donc, il faut aussi se dire qu'il y a à contrario d'usines qu'on voit de plus en plus automatisées, eh bien, le luxe, c'est quelque chose qui reste pour certains métiers très lié à l'artisanat et presque l'artisanat d'art quand on voit certains vêtements ou certaines pièces de maroquinerie. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle du succès des licornes françaises.